Ok, ça marche. Bonjour Cécile, je suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui. Eh ben, c'est vrai, c'est un grand plaisir de partager ce moment avec toi. Et je pense que ça va être vraiment un moment que je vais trouver super agréable en ta compagnie, hein. Magnifique, on va tout faire pour en tout cas. J'espère. Alors, merci. Yes. Yes. Alors, est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter pour qu'on sache qui est-ce que tu accompagnes, dans quelle direction on va orienter aussi l'interview pour pouvoir s'adresser aussi aux personnes que tu accompagnes au quotidien. Alors, j'accompagne, en fait, je suis Cécile Zec et je suis aussi auteure conférencière. Où j'ai aussi écrit un livre qui traite plutôt de la blessure de l'abus, hein. Mais en fait, j'accompagne les femmes qui sont séparées à retrouver un sens à leur vie et qui vivent les 6 blessures de l'âme, donc aussi celle de la blessure de l'abus. D'accord. Pour tous ceux qui savent pas ce que c'est que les blessures de l'âme, est-ce que tu peux quand même nous les énumérer? Oui, alors Lise Bourbeau parle des 5 blessures de l'âme qui sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Et c'est sûr que, et moi j'ai donc celle de l'abus que je rajoute, si ces blessures ne sont pas guéries, ça nous donne des comportements dans la vie qui font que soit destructeurs ou soit on n'est pas vraiment nous-mêmes. Et c'est des choses qui agissent inconsciemment dans notre vie, mais pas d'une manière forcément positive, malheureusement. C'est clair. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est avec toutes ces femmes que tu accompagnes et du coup avec les femmes que moi j'accompagne vers leur épanouissement personnel, sexuel et professionnel. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse leur transmettre des clés de réflexion sur le fait qu'on puisse être inspirante, mais qu'on est toute inspirante. Il suffit de savoir écrire l'histoire autrement pour voir l'inspiration en quelqu'un. Est-ce que avec ton parcours de femme et aujourd'hui ton parcours d'accompagnante, mais de femme également, est-ce que tu peux nous transmettre par rapport à cette blessure de l'abus dont on parle encore peu actuellement, est-ce que tu peux nous transmettre des pistes de réflexion qui pourraient permettre aux femmes de comprendre que ce n'est pas une fatalité, l'abus n'est pas une fatalité, qu'il y a différentes formes d'abus et que peu importe ce qu'elles ont vécu, elles peuvent tendre et ensuite aller vers l'épanouissement. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par, je vais te donner vraiment mes clés du programme, je les dévoile, voilà, comme ça, je pense qu'on est dans l'ère du temps, on est dans l'ère du partage, et l'idée de pouvoir aider, voilà, s'il y a des personnes qui, en regardant notre interview, forcément, se sentent aidées, et puis ça peut leur donner une réflexion, puis voilà, s'aider soi-même, je le fais bien volontiers, hein. Mais je vais démarrer d'abord par le fait qu'on est dans une société, en fait, où il y a des drames qui se jouent. On ne peut pas nier le fait que ces drames peuvent être violents, horribles, terribles, ce que j'ai vécu aussi, hein. Des choses vraiment inacceptables, des choses inconcevables, enfin, on pourrait nommer tous les adjectifs, hein. Mhm. Donc, il y a des réelles souffrances. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a souffert, je vois souvent sur Internet passer une phrase, notre passé détermine pas qui nous sommes aujourd'hui, en fait. On peut avoir souffert, mais on souffre à un instant T. Et cette souffrance, c'est un petit peu comme l'idée du plâtre, hein. Tu vois, tu te casses le bras, une jambe. Ok, c'est douloureux, ça fait mal. On va te faire une radio, voir s'il faut opérer. On va voir, voilà, on te met un plâtre au plus tard. Et ensuite, au bout de 3 semaines ou un mois et demi, ton plâtre, on l'enlève. Et dans le cadre de la blessure de la vue, malheureusement, je vois plein de personnes qui gardent ce plâtre toute leur vie. Et ça, je trouve pas ça juste pour les personnes. Et je pense que c'est un petit peu lié à notre société où on survictimise les victimes, et ce qui est encore plus dur pour elles, hein, parce que quand tu es victime et que tu vis la survictimisation, tu souffres encore plus, clairement. Donc, Mhm. moi, je trouve que dans notre société, moi, j'aimerais vraiment qu'on change ce regard sur ce mot du VIOL, et je vais pas dire le mot parce que c'est un problème pour les algorithmes, mais j'ai aucun tabou à le prononcer dans la vie courante. Mais voilà, c'est moi ma mission quand je suis sortie de ce procès de 7 journées d'assises, c'était de me dire je vais communiquer, car communiquer, c'est empêcher le pire pour les autres. Et vraiment, c'était un objectif de vie. Et je reviendrai donc sur ces clés.
qui est de trouver vraiment sa vérité intérieure, voilà, qui nous sommes vraiment au fond de soi. Toi, tu as ta vérité, telle personne qu'on rencontre a sa vérité, les personnes qu'on accompagne ont leur vérité. Et depuis cette vérité, qui est pour moi la source, ce qu'on nous a donné, si on est un peu plus croyant, Dieu, la source, etc., on a cette vérité et forcément, bah, parfois on a des vérités relatives où on s'éloigne finalement de notre vérité, hein. Mhm. Et ben, c'est suivre vraiment son chemin. Et c'est pas parce qu'on a été brisé, hein, qu'on peut pas retrouver sa vérité intérieure. Donc moi, la première chose que je propose, c'est vraiment de travailler sur cette vérité et ensuite une prise de décision. Et je pense que c'est essentiel. La prise de décision, tu es au plus bas. Vraiment, tu vis la pire des choses, mais c'est horrible, vraiment. Tu peux plus sortir de ton lit, tu es anéanti, tu penses aux idées noires. Et forcément, quand tu prends une décision, mais vraiment une décision, la décision de ta vie, vraiment la décision, le contrat que tu passes avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Et ben moi, le contrat que j'ai passé, c'est que je me suis dit, OK, on m'a anéanti parce que je suis tombée dans un piège. Néanmoins, je veux pas rester raccrochée à l'agresseur. Donc, je prends cette décision et j'ai mis 7 jours, vraiment, hein. Est-ce que j'allais vivre ou pas? Dans quelle dépendance je tomberais si je souhaitais pas vivre, en fait? Parce que je serais pas passée à l'acte. Néanmoins, j'aurais pu tomber dans n'importe quelle dépendance, hein, qui aurait été un suicide blanc. Donc, je me suis dit, bah non. Moi, j'ai décidé que ma vie, je la vivrais à une seule condition. Et c'est ce que je fais depuis 20 ans, c'est de la vivre heureuse. Alors, c'est un petit peu utopique, mais néanmoins, je me raccroche à ça et j'essaye de faire de ma vie des moments heureux, joyeux. Et voilà, cette prise de décision plus un objectif derrière, c'est hyper important parce que ça va déterminer les choses avec un objectif fort, énorme, petit, grand, des petits objectifs, des grands objectifs. Quelque part, on va construire notre vie et on va plus penser à ce drame petit à petit. Il va s'effacer parce que si l'objectif est plus fort et plus grand, apporte beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de satisfaction, de sérénité, d'épanouissement, forcément, ça va être beaucoup plus fort que le drame qui s'est passé, qui va devenir de plus en plus petit et Mhm. qui ne générera plus d'émotions négatives et même inconsciemment de destruction dans notre vie. Donc voilà, ça, ce sont deux clés, je pense, pour moi. Il y en a peut-être d'autres, hein, je trouve, qui sont hyper importantes, en fait. Waouh, merci beaucoup. Bon, Si, si on peut synthétiser pour faire un peu un résumé de ce que tu viens de dire, il y a déjà eu une prise de décision. oui, Cette prise de décision, donc on voit que ici c'est important qu'il y ait euh, une conscience de se dire, c'est soit je reste avec mon plâtre, comme tu as dit, je reste accroché à cette oui, situation négative et finalement je vis avec comme un voilà. compagnon accroché à moi en me montrant au monde comme cette victime, soit je fais le choix de renouer avec moi-même, faire le travail pour aller vers autre chose et petit à petit m'en détacher. Voilà, c'est le principe de la résilience, simplement, hein. La résilience et l'avantage, je veux dire, de tout ça, c'est que quand tu es sur le chemin et le parcours de la résilience par rapport à un abus ou un traumatisme important, en fait, c'est une énergie que j'exprime qui est une énergie qui te botte les fesses. Donc, je dirais, c'est important de la prendre, cette énergie, vraiment, de pas la refuser, de la renier ou de pas l'utiliser. C'est vraiment important de prendre cette énergie, de faire corps avec, hein, et de pouvoir, du coup, dépasser des montagnes et dépasser des choses qu'on pourrait peut-être pas dépasser dans une vie sans ce principe d'énergie de résilience. Donc, quelque part, le côté positif, bah, c'est que ça pousse, hein, vraiment dans le dos et ça permet de te faire avancer. Mais c'est vrai qu'il faut en avoir conscience et que quand tu es accompagné, on peut t'aider à transformer cette énergie qui est extrêmement négative. Quand on voit cette énergie-là, quelqu'un qui t'accompagne peut t'aider vraiment à travailler cette énergie et la travailler d'une manière subtile et consciente pour t'aider à réaliser tes projets, à sortir du drame, en fait, hein. Super. Et il y a aussi la notion effectivement de sortir de cette victimisation que tu as soulignée Oui, en insistant bien que le moment du procès, on te survictimise. oui,
euh, comment est-ce que les femmes qui ne vont pas jusqu'au procès ou qui ne savent pas comment faire pour sortir de cet état de victimisation, tu pourrais les guider en quelques mots? Je pense qu'un procès, c'est un choix vraiment, tu sais, ultra personnel, c'est pas une obligation. Mhm. Je me demande, parfois, tu sais, je me suis dit après un journée de 7 journées d'assises, qui est un truc vraiment improbable, hallucinant, 7 journées, tu vois, sur 10 jours, c'est quelque chose d'hyper douloureux. C'est pas explicable, hein, c'est inexplicable. C'est un autre monde qu'on connaît pas, parce qu'on est vraiment protégé dans notre société. On est un petit peu dans le monde des bisounours. Mais parfois, tu te dis quand même, les films, les thrillers, ça ressemble un petit peu à ce qui peut vraiment se passer parfois dans ces films, mais dans la vie, tu vois. Et du coup, bah, c'est pas une obligation de faire un procès. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que souvent, on te dit, dans la société, association de victimes, les avocats, oui, tu vas pouvoir te reconstruire dans un procès. Et moi, je dis non. Tu peux effectivement te reconstruire après un procès, mais c'est pas, je dis non dans le sens, tu peux te reconstruire avant. Et je dis même que si tu vas faire un procès, et la procédure va être très longue à l'heure actuelle, les dossiers, c'est 3 ans, 6 ans, 10 ans, c'est un truc de fou. Moi, ça a duré 3 ans, déjà, c'était énorme à l'époque, hein. Et 3 ans d'attente, simplement, tu pourris ta vie. Donc, ouais, ok, t'as porté plainte, reconstruis-toi après. Surtout quand tu portes plainte, vraiment, ça, c'est le conseil que tous les avocats et vraiment, toutes les associations, les psys, etc., vont dire, fais-toi accompagner d'un avocat. Parce que tu vas porter plainte, la plainte a de fortes chances qu'elle soit pas recevable. Avec un avocat, tu as beaucoup plus de chances. Et tu vas attendre 2 ans pour qu'on te dise ta plainte, elle n'est pas retenue, elle n'est pas recevable. C'est simplement un truc de fou, quoi. Donc, la reconstruction peut se faire avant. Ok, ça fait bizarre de le faire à l'envers. Mais bon, bah voilà, tu feras une expertise, tu vas faire une confrontation, tu vas faire un procès, et bah à chaque fois tes blessures sont ouvertes, mais tu les refermes et c'est tout, et t'es reconstruit. Et tu perds pas de temps parce que la notion de temps, ton agresseur ne peut pas te voler ton temps. Tu sais très bien, hein, comme beaucoup de personnes le savent aussi, c'est que notre temps, c'est la denrée la plus précieuse que nous ayons. Donc dans ce cas-là, bah, c'est important dans cette procédure, si on peut, je dis pas que c'est évident de le faire, mais de toute manière, il faudra se reconstruire. Donc autant le faire le plus vite possible. Alors c'est vrai que c'est pas évident de le faire tout seul. Alors pareil, se faire accompagner, évidemment, permet bah, de gagner du temps, vraiment de gagner du temps. Combien coûte du temps que tu perds peut-être pendant 10 ans parce que tu t'es pas fait accompagner 20 ans, ou peut-être même tu n'arriveras jamais à vivre ta résilience. Et c'est vrai qu'ensemble, on est plus fort, hein, on avance plus, hein. Et que quand tu as accompagné quelqu'un qui a déjà vécu ça, que ce soit un psy, psychologue, un coach de vie, enfin, tu vois, il y a plein de moyens. C'est vrai que le psy, ça va être très long dans le temps, c'est du 10 ans, 20 ans, tu vois. Et c'est vrai que l'avantage quand même de l'accompagnement, coach de vie ou accompagnement, bah, c'est un petit peu plus cinglant, mais très efficace. C'est quand même en douceur, mais je pense que ça va quand même plus vite, hein, en ayant testé un peu toutes les méthodes. Voilà. Oui, il y a vraiment cette notion de temps qui est importante à ressouligner dans l'accompagnement. On n'est pas dans une démarche où on commence à suivre une thérapie et voilà, on avance pas à pas et comme tu dis, ça peut prendre des dizaines d'années, des fois toute une vie pour pouvoir au moins s'apaiser. Alors que le but des accompagnements, c'est vraiment de travailler sur la problématique, action, réaction et on bouge les Voilà. choses, quoi. Ouais. Il y a beaucoup de méthodes maintenant, beaucoup de moyens, Mhm. hein. Tu vois, c'est un peu comme des armoires. Tu as une trousse à outils, et puis bah, tu ouvres des tiroirs selon les personnes, tu vois, pour l'aider, l'accompagner selon l'instant T. Il y a beaucoup d'outils qui existent, tu vois, pour couper avec l'agresseur, hein, que ça soit au niveau énergétique, hein, que ça soit au niveau mental, que ça soit au niveau, enfin, à plein de niveaux, comment remplacer l'image de son agresseur dans la tête, tu vois. Il y a des techniques et des moyens qui sont hyper efficaces, hein, pour tous les traumas d'ailleurs, hein. Donc, c'est dommage de s'en passer. Et moi, je suis vraiment touchée par les personnes que je vois sur les réseaux sociaux qui sont vraiment perdues, et c'est normal de l'être, c'est pas du tout un jugement. Mais alors qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire de possible, et de sortir rapidement de ce système où on nous dit oui, tu vas vivre
le moment de ceci, le moment de cela, tu as des étapes. Alors, c'est vrai que c'est reconnu par les psys, mais ces étapes peuvent être beaucoup plus rapides que Mhm. ce qu'on nous dit dans notre société. Et c'est vrai que Oui. ça, c'est un petit peu le message que je veux faire passer parce que il y a pas qu'une méthode, il n'y a pas qu'un moyen. Et c'est vrai qu'on est un peu dans des clichés sociétals qui, au fond, voilà, sont, sont justes et pas justes. Ça dépend de la situation des personnes, comment elles peuvent appréhender par rapport à leur traumatisme, en fait. Il faut vraiment trouver son chemin, sa voie, pour s'aider et pas avoir peur de se faire aider. Vraiment Et se pas faire avoir aider, peur c'est de se faire l'essentiel. aider. Ouais. Et comme tu l'as souligné, c'est vrai que toi, ça t'a pris 7 jours, mais moi, je vois mon mentor nous dit régulièrement, c'est en une fraction de seconde qu'on prend la décision de changer ou pas. Oui, oui, C'est pas demain comme demain j'irai à la salle de sport, demain je vais commencer le régime, demain je vais aller mieux, demain je vais faire. Non, c'est maintenant. c'est C'est maintenant. maintenant qu'on prend la décision, en fait. Alors, si tu veux, à partir du moment que la décision est prise, effectivement, le mental, il joue tout de suite. Maintenant, c'est la décision, en fait, c'est quelle décision tu prends. C'est plutôt sur cette réflexion-là où j'ai mis 7 jours parce que c'était pour moi ce temps-là que j'avais besoin de cette réflexion pour savoir quelle décision j'allais prendre, tu vois. Et après, évidemment, quand tu prends la décision, ben, et je suis d'accord avec toi, notre mental, c'est instantané. Mais il y a 20 ans, je ne connaissais pas ce que je connais maintenant et que, effectivement, comme tu le dis si bien, et le mentor, un mentor commun, je crois qu'on a, le dit si bien, c'est instantané. Son mental, c'est stop. Voilà, ou remplacer l'image. C'est pas le mental qui contrôle, qui doit nous contrôler, c'est nous qui contrôlons notre mental. Et c'est à nous de dire au mental, c'est ça, ça, ça et ça. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'expérimente et on peut vraiment, hein, par son mental, conditionner les choses, se reprogrammer. En plus, il y a l'énergétique pour ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a tellement d'outils maintenant. Il y a tellement de méthodes, tellement d'outils possibles, vraiment pour s'en sortir. C'est vraiment dommage de rester tout seul dans son coin, sur son canapé. Et je trouve ça dommage. Après, ça peut être une phase utile. Voilà, chacun ses moments d'introspection, ses moments, comment elle doit le vivre. Mais encore une fois, si on peut passer ces étapes le plus rapides, la colère, la haine, l'ennui, etc., le désespoir, l'horreur, c'est quand même mieux d'aller plus vite en fait que rester dans ces moments qui sont extrêmement difficiles, hein. Ouais. Et pour enchaîner sur la deuxième question qui est sur l'authenticité, euh, une fois qu'on a pris cette décision, qu'on s'est autorisé à la prendre et qu'on a trouvé, voilà, ou qu'on a cherché déjà un peu la technique qui nous correspondait, là où on avait envie de s'orienter pour aller mieux, euh, comment est-ce que toi tu as fait pour te reconnecter à ton authenticité? Parce que là, ça vient taper directement sur sa féminité, l'abus. Mm. Ça vient taper sur sa confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Comment est-ce que tu pourrais inspirer encore une fois, mais en transmettant tes ressources aux femmes qui nous regardent aujourd'hui? Alors, c'est l'idée, peut-être, il y a quelques années, j'avais pas cette vision des choses sur vraiment sa vérité intérieure. On a tous cette vérité, en fait. Et il y a un mantra, je vais essayer de le retrouver, hein, qui dit par rapport à cette vérité intérieure, tu pourras mentir devant le menteur, mais tu ne pourras pas mentir devant la vérité. Alors, on a le droit d'avoir des vérités relatives parce que toute notre vie, on s'est façonné, mais à un moment donné, quand tu vas à la source de toi-même, à la source hein, de l'univers, pourquoi tu es fait en fait, hein, et tu regardes cette vérité, bah voilà, tu as cette authenticité parce que tu es toi-même. Alors, on peut se mentir, bien sûr, toujours. Mais vraiment, si tu regardes, tu sais, quand tu dis ce mantra, vraiment, moi, j'avais lu un mantra un petit peu plus long, bah, tu pleures parce qu'en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire? Et où mon vrai moi, où il est parti, où il va. Mais après, il y a des choses qui ont été très justes hein, dans la situation, d'autres moins justes. Et ben, en fait, c'est de retrouver, tu vois, le fil conducteur de ta vérité intérieure. Il y a ça, et puis c'est toujours cette prise de décision, vraiment. Et s'y tenir. Une prise de décision, c'est par rapport à toi-même, tu vois, c'est authentique.
une prise de décision que tu tiens toute ta vie. Elle peut évoluer, mais quand tu la tiens des années, des années, et puis c'est être soi-même, si c'est pas évident. Après, ça dépend des personnalités. C'est vrai qu'il y a des personnalités où c'est plus difficile de s'affirmer. Mais après, c'est vraiment important à tout moment de sa vie, on peut vraiment s'affirmer, être soi-même. Moi, au jour d'aujourd'hui, en fait, clairement, je vais le dire un peu cash comme ça, on m'accepte comme je suis. Alors, je travaille toujours sur moi pour être sympathique, vraiment, voilà, apporter des choses aux gens. Après, c'est pas toujours le cas. Mais je suis comme je suis. Si on m'accepte pas, ben, passe ton chemin, c'est tout. Et c'est dur, hein, parce que des fois, parfois, on est obligé d'éliminer des gens, même qu'on aime, hein. Mais si ces gens, ils correspondent pas à notre authenticité ou qui nous sommes vraiment, bah, ça devient des gens toxiques. Donc, bah voilà, moi, j'ai pris ce parti pris. Au revoir, et puis c'est pas grave. En revanche, bah, je peux rester fidèle avec des amis depuis 20, 30 ans, 40 ans et bien plus, bah, parce qu'on a toujours cette vérité commune ou cette connexion. Et voilà. Et puis surtout, moi, je crois beaucoup à l'énergétique, hein, cette connexion, quoi. Je veux dire, là, on va parler un peu pas le côté hippie ou love, hein, mais ce côté vraiment sur cette terre, ce côté cœur, quoi. On a un cœur. Le cœur, il vibre avec l'univers, hein. Et ben, quand on est dans cette vibration-là, cette connexion aux autres, ben voilà, on devient, je pense on devient, on reste authentique, hein. On reste authentique. Donc, si je résume, rester connecté à son cœur, puisque finalement, c'est lui qui détient la vérité. Hmm. Aussi, oui, c'est juste. Euh, Rester en vibration où on sent que là, on est sur la voie de la vérité aussi, de notre vérité et du coup Hmm. de notre authenticité. Hmm. Et pour terminer, j'aurais quand même une question, c'est parfois suite à un abus, on entend certaines femmes qui ont tendance à vouloir se masquer. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elles pourraient se réouvrir à cette féminité qui se voit et du coup se réouvrir aussi à la sexualité? Oui, effectivement, le masque, ben en fait, c'est peut-être faire un travail évidemment sur soi-même qui est de se regarder dans le miroir, de se parler dans un miroir. Ça peut être un exercice, hein. Même de se filmer, de regarder un film, de se filmer et de se regarder ensuite. Parce que encore une fois, tu peux pas te mentir, tu peux pas mentir la vérité, donc à ton âme. Tu vois, si tu te regardes avec ton âme, avec le cœur. C'est, moi, je ferais ces petits exercices comme ça où tu te regardes dans le miroir et tu te poses des questions sincères, des questions intimes. Et c'est vrai que la question de la sexualité, ben, c'est aussi apprendre à se connaître, hein. Parce que la sexualité, c'est se connaître qui on est, hein. Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on veut pas, etc. Et c'est vrai que j'avais vu quelque chose sur les types de sexualité pour aller sur le sujet de la sexualité, hein. Et apparemment, de cette spécialiste en sexualité, elle expliquait qu'il y avait quatre types de sexualité, enfin quatre grands types de sexualité. Tu as par exemple la première, on peut faire un petit quiz pour voir quel type. Le premier, c'est plutôt le côté sensualité, tu vois. Enfin, il n'y a pas de premier, second, il y en a quatre. Je l'ai dit dans le désordre. Mhm. Donc, il y en a un autre, c'est plutôt du coup le côté plus énergétique, hein, tu vois. Il y en a un autre, c'est plutôt le côté bah, primal, animal, et l'autre plutôt le côté transgressif, hein. Alors, t'imagines bien que, en fait, quelqu'un qui a subi un viol, il y a eu, pardon, un VIOL, du coup, on a remarqué que ça pouvait produire deux choses. Et c'est vrai qu'on n'ose pas trop parler de ça, la sexualité des femmes qui ont vécu des abus. Ça, j'ai remarqué parce que c'est que le livre qui a été fortement médiatisé, il y a eu beaucoup d'interviews, jamais on m'a posé cette question, tu vois. Alors je me dis quand même, c'est étonnant. Donc c'est pour ça que j'en parle spontanément, parce que quand tu subis un abus quelque part, tu peux, je dis pas que c'est tout le temps, mais soit tu deviens complètement introverti, tu reprends le contrôle de ton corps en te disant, basta, c'est terminé, t'as plus envie, ton corps, il est fermé, d'accord? Ou alors, ça peut être carrément, tu as une échelle, tu vois, hop, et tu bascules carrément de l'autre côté. Ou alors là, tu es vraiment dans le côté transgressif où la victime qui a subi l'abus peut être vraiment dans un truc transgressif et qui va vraiment
dépasser beaucoup de limites, tu vois. Mais bon, à partir du moment qu'elle ne retourne pas au bout de cette échelle, qui est celle du VUL, à la rigueur, si elle a le contrôle et que c'est pas mené par quelque chose, tu vois, de malsain, après tout, elle reprend aussi le contrôle sur son corps et elle vit ses expériences, tu vois. Puis après, les victimes peuvent rééquilibrer à une certaine zone. Donc, c'est important de connaître, je pense, ces quatre types de sexualité parce que du coup, si toi, si la personne, elle est plutôt sensuelle et qu'elle rencontre un homme qui est plutôt primal, tu vois, ça va être un peu compliqué. Ou alors, si, alors, peut-être sensuel, énergétique, voilà, ça pourrait aller. Mais si tu as un transgressif avec un énergétique, tu vois, le transgressif, c'est vraiment le côté un petit peu 50 nuances degrés, tu vois. Mhm. Et contre une femme qui est plutôt dans l'énergétique, qui va mettre les petites bougies, la petite ambiance, la petite musique, le massage, les îles. Alors, tu vois, ça fait un peu des chocs des mondes. Mais après, ce qui est intéressant quand tu le sais, pour que tout le monde soit OK, si les personnes ne sont pas dans le même monde, eh ben, c'est que les personnes puissent se rejoindre, tu vois, à une zone où ils vont pouvoir vivre vraiment pleinement, du coup, leur sexualité. Voilà pour la partie sexualité. Super. C'est très intéressant parce qu'on voit que même si on n'a pas vécu d'abus, ben, on a quand même des profils sexuels. Et c'est d'autant plus marquant si on a vécu un abus parce que ça peut justement réveiller certaines blessures en fonction du comportement de l'autre qui est finalement juste son fonctionnement et qui n'est pas pour nuire à l'autre. Ah, mais clairement, bah, tu vois bien une sensuelle avec un primal. Je veux dire, ça ne pourra pas du tout le faire. Elle va revivre la violence du VIOL. C'est impossible. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de guérir de ses blessures, de bien connaître son style ou son type qui peut être évolutif, hein. Et Mhm. ensuite, bah, communiquer. Tu vois, c'est toujours une histoire de communication. Parce que je pense que tout le monde dans une relation, à part quand c'est des relations malsaines et perverses, tout le monde a envie que ça se passe bien et que tout le monde puisse s'épanouir, hein. Donc la logique des choses, hein. Donc on pourrait dire, pour pouvoir se reconnecter à son authenticité, euh, se réapproprier son corps, soit par l'exercice que tu expliquais, de se parler, de se regarder, de se dire des choses, donc du coup de se réaimer, de réapprendre à s'aimer, Ah oui, c'est et puis de connaître son profil ou sa manière de fonctionner dans sa sexualité, celle qui nous apporte du plaisir, et de savoir que les gens qui sont en face peuvent fonctionner différemment, et après d'établir une communication pour trouver un chemin qui aille vers l'harmonie. Oui, oui, c'est le plaisir aussi de lâcher prise. Du coup, quand tu es en confiance avec un partenaire, ben voilà, il y a un épanouissement parce qu'il y a lâcher prise des deux personnes. Et du coup, ça crée des grandes, euh, déjà de la communication et de grandes complicités. Et ça, tu vois, la complicité que tu peux créer dans ton couple, c'est magnifique, hein. C'est quelque chose qui va nourrir ton couple dans le temps, ou en tout cas sur le moment présent si ça ne devait pas durer, tu vois. Merci beaucoup pour cette authenticité, Cécile. Merci infiniment.